Les plus beaux métiers du monde ou la passion dévorante du marché de l'art. Lorsque l'on est passionné, on a l'habitude de dire de son métier qu'il est le plus beau du monde. Mais alors, le plus beau métier du monde, quel est-il? Et comment est-il défini par ceux qui l'exercent? Nous parlons de passion, mais quelle passion plus fantasmée, plus dévorante que celle que l'on a pour l'art? Au cœur du marché de l'art, le métier de référence est celui de commissaire-priseur. Si vous avez la chance de discuter avec l'un d'entre eux, la majorité vous expliquera qu'il faut aimer l'art, aimer les gens. Alors quoi de mieux que l'écoute d'un podcast pour permettre la rencontre avec ces métiers qui font la richesse du marché de l'art? On a l'habitude de dire que Drouot fonctionne comme un théâtre, mais que serait un théâtre sans les coulisses et sans les hommes et les femmes qui font vivre ces coulisses? Donc Drouot ne fonctionnerait pas sans ces transporteurs qui font vivre les coulisses de l'hôtel des ventes. Et pour nous parler du métier de transporteur aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Sébastien Gorilla au micro des plus beaux métiers du monde. Très bien, écoutez, merci pour cet honneur. Donc première question pour toi, quand tu étais enfant ou adolescent, est-ce que tu imaginais déjà fonder ta propre entreprise? Et comment est-ce que tu en es venu justement à fonder cette entreprise de transport? Est-ce que tu pensais déjà à faire du transport? C'est une question très personnelle, ouais. Là, pour faire bref, moi je suis fils de commerçant, c'est-à-dire que je suis né dans un restaurant bar-hôtel, ouais. Proche Paris, Clignancourt, les puces, d'où la synergie, vous allez comprendre plus tard. Et j'ai toujours travaillé, et puis forcément, quand on a une famille de commerçants, qu'on a un père qui est patron, ça donne des velléités, forcément, de se dire, bah, un jour, moi aussi, je gérerai mon entreprise. Après, initialement, je me voyais plus dans la brasserie, quoi, pour perpétuer un petit peu la tradition familiale. Mais le truc assez marrant, les clins d'œil de la vie, c'est que, comme je vous dis, on était à côté des puces de Saint-Ouen, on a toujours cette affaire dans la famille. Et on avait des locataires avec des chambres au mois au-dessus du restaurant, dont un employé qui travaillait avec un artisan déménageur qui bossait pour les marchands des puces, les antiquaires, les brocanteurs. Donc moi, ça veut dire qu'il était juste en dessous, ça veut dire qu'il donnait un coup de main à mon père. J'ai fait la connaissance de ce monsieur qui était artisan transporteur, voilà, qui est devenu un petit peu copain de la famille de mon père. Et sur une pointe d'activité, une fois, pas sur un malentendu, mais sur un simple hasard, je suis allé lui donner un coup de main, ouais, pour faire du transport pour les marchands aux puces. Voilà. Bah, ça m'a plu. Bon, au départ, c'était un job de vacances, hein, surtout. C'est vrai que j'étais encore étudiant, donc j'étais assez jeune. Et puis petit à petit, j'ai piqué au truc. Ah ouais, et j'ai connu l'hôtel des Ventes Drouot, qui a été un vrai choc, quoi. De se dire qu'au milieu de Paris, on a un espèce de micro-village avec tous ces acteurs et cette magie, quoi. Parce que c'était en 98, c'était vraiment les années folles, quoi, de l'hôtel des ventes, quoi. Avec ces flux importants, ces transporteurs, ces mondes, ces objets d'art, c'était un truc assez extraordinaire, quoi. Et du coup, artisan transporteur, ça veut dire qu'il y a un savoir-faire derrière le transport? Alors artisan, déjà oui, il y a un savoir-faire, mais c'est un petit peu plus, je parle de taille d'entreprise, quoi. Quand artisan transporteur, c'est plutôt le gars qui a son camion et qui exécute lui-même ses prestations, quoi. On est plus quand je dis l'artisanat, on est plus dans un indépendant qui a son camion avec ses salariés à côté. Et c'était assez sympa et familial comme première expérience, quoi. Toi, t'en viens après à fonder ta propre entreprise. Quel moment où tu te dis que c'est toi qui dois te lancer là-dedans? Alors ça Et où s'est tu pas fait, prendras pas la ça bonne prise. ça s'est pas fait tout de suite. Donc comme je disais, je travaillais pendant les vacances pour aider ce monsieur. Bon, j'étais jeune, dynamique, un peu, on va pas se lancer des fleurs, mais j'étais sportif. Et c'est vrai que je gérais les choses d'une manière un peu naturelle, quoi. Donc après, lui, il a connu une légère croissance. Donc je me suis mis à gérer les hommes. Et puis après, j'étais toujours à côté avec la brasserie, quoi. Plutôt, j'aidais mon père, quoi, pour faire clair. Et je faisais les deux. Donc un petit peu la brasserie, un peu mon père, un petit peu l'école. Donc j'ai délaissé l'école assez vite, ouais, pour me consacrer complètement au monde du travail.
Et après, ce qui s'est passé, c'est que lui-même, cet artisan transporteur, a connu une croissance. Une petite croissance. Il avait besoin de quelqu'un pour gérer un peu les hommes et pour être chef d'équipe, hein, quoi, en gros, quoi. Et croissance mal maîtrisée. Voilà. Donc, il a gardé, ça veut dire, un esprit de petit artisan qui n'était pas du tout adapté à 10 personnes, 2 camions, à la mutation quoi, qu'il a connue. Quoi. Donc moi, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est quand on a du boulot, on peut mourir en bonne santé. Mourir en bonne santé, c'est quoi? C'est qu'on a un volume d'affaires important. La gestion en face, ça ne suit pas, pour diverses raisons. Hein. Ça peut être une tarification qui est plus adaptée, qui est plus assez chère par rapport aux nouveaux frais. Ça peut être des clients qui nous payent pas. Ça peut être plein de choses qui peuvent nous faire mourir en bonne santé. Quoi. Et on a connu ça, mais assez vite, hein, en l'espace de 18-24 mois. Ça veut dire qu'il a eu sa croissance et sa mort. Et c'était rapide, hein. C'était rapide. Hein. Ouais. Donc moi, à ce moment-là, je me suis retrouvé un petit peu devant le fait accompli parce que je me voyais du coup un petit peu évoluer dans ce monde du transport. Et donc j'avais 2 choix qui s'offraient à moi. Soit je retournais, ça veut dire un petit peu à la brasserie avec papa, ou soit je me disais, bon, bah, pourquoi pas acheter un petit camion, se garer devant Drouot et voir ce qui se passe. Hein. Parce que des marchands, j'ai connu assez vite le monde de Drouot. Et il y a eu aussi le phénomène, ça veut dire du mobilier 18e qui a commencé un petit peu à être moins intéressant. Les marchands, ça veut dire toutes ces foires, ça a commencé un petit peu à mourir aussi. Et il fallait bosser en direct avec les maisons de vente. Donc je l'ai compris assez vite. Donc je me suis garé devant Drouot et puis petit à petit les gens m'ont reconnu de fil en aiguille. Et les contacts se sont noués. On a eu quelques belles rencontres aussi. Et audace de l'entrepreneur, du coup? La folie de l'entrepreneur. La folie, c'est une folie. Parce qu'il faut d'audace, mais pour faire ce qu'on fait, il faut un soupçon de folie, quoi. C'est vrai qu'on est dans la compétition constante, on est dans le challenge, et c'est vrai que il faut ce soupçon de folie, quoi. Mais tu dirais du coup que ton rapport à l'art, il est comment? Est-ce que c'est le fait de le transporter je dirais que, bon, forcément, il a évolué au fil des années. À l'heure actuelle, je suis plus dans la gestion de l'humain que dans la gestion de l'œuvre d'art, quoi. Donc moi, j'ai plusieurs casquettes, hein. Vous me connaissez un petit peu, forcément, parce que bon, on travaille ensemble depuis quelques années maintenant. Et je travaille pour aller entre 10 et 15 maisons de vente, principalement sur l'hôtel des ventes. On a quelques opérateurs de vente aussi qui vendent sur d'autres lieux de vente. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis, moi, en même temps, je suis au commerce avec mes clients, je suis à l'exploitation avec mes hommes, je suis, ça veut dire, en visite constamment quand il faut évaluer des devis, et je suis aussi un petit peu avec mon équipe à l'intendance, à manager aussi ce pôle-là, qui peuvent être des questions diverses d'organisation du planning, de finances. Mais je dirais que les choses se sont organisées un petit peu au fil de l'eau, quoi. Voilà, et puis il faut faire des erreurs pour aller mieux, quoi, et apprendre de ces erreurs. Donc finalement, l'art, c'était plutôt un hasard de transporter de l'art, ou c'était... Un pur hasard, faut être honnête. Hein. Après, on a l'œil qui s'affine. Bon, il y a des choses qui me plaisent, qui, voilà, au début, auxquelles je prêtais pas attention, mais c'est vrai qu'on a... Enfin, moi, perso, je parle pour moi, j'ai maintenant cette petite sensibilité. Après, tout ne peut pas plaire. Chacun a ses petites préférences. Mais c'est une histoire de goût. Mais c'est une affaire de goût. Hein. C'est une affaire de goût. Mais après, au niveau du travail, ça veut dire pur, c'est vrai qu'on est beaucoup plus des transporteurs de mobilier 18e, ce qui est notre cœur de métier à la base, quoi. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter un événement qui t'aurait particulièrement marqué? Un événement qui... franchement, il y en a tellement. Il y a des belles rencontres, hein, déjà. Les rencontres avant le mobilier. Ouais, j'aime l'humain, moi. L'aventure humaine avec les hommes, voilà. Après, oui, au niveau des œuvres, je suis pas insensible, ça veut dire un beau bronze de Barry, ce genre, j'aime, enfin, c'est des choses que j'aime, le bronze animalier, justement, si on rentre un petit peu plus dans l'œuvre d'art. Une belle œuvre de Jouve, c'est-à-dire le trait du fauve, c'est quelque chose qui me plaît, ouais, pas qui me fascine, mais qui m'interpelle. Voilà. Et en événement, les rencontres? Alors, en événement. Alors, les rencontres, moi j'ai eu la chance assez jeune de rencontrer des gens importants sur le marché de l'art qui m'ont donné leur confiance.
J'ai travaillé pour la galerie Fabius, j'étais assez jeune. Ouais. Et c'est vrai que ça ouvre des portes, quoi. Quand on travaille pour cette typologie de clientèle, on n'a plus besoin de montrer patte blanche, quoi. Quand on est recommandé par ce type de client, c'est vrai qu'on gagne du temps. Voilà. Bon, après, il faut gagner leur confiance, hein. Ça se fait pas, ça veut dire, ça se fait pas en un mois, quoi. Et ça a été une belle rencontre, François Fabius, voilà, que j'ai connu par l'intermédiaire de mon premier gros client. C'est vrai ils m'ont un petit peu éduqué en plus de ça dans ma manière de faire les choses avec cette clientèle qui est exigeante, ouais, qui est particulière, ouais, je te le confirme. Ouais. Et c'est vrai que ça a donné le ton tout de suite. Hein, voilà. Et donc c'est vrai que c'est les acteurs importants du marché de l'art et la trajectoire, elle a été bonne dès le départ, quoi. Parce que j'ai rencontré justement ces gens-là au début de ma carrière. Après, événement particulier, ça peut être 2 fois un imprévu, hein, un lustre qui tombe. Et ça, on va pas trop Mais en c'est parler. Ça va arriver, ouais. mais c'est la rencontre qui est l'événement le plus déterminant. Mais après, en autre Oui, question. c'est des rencontres. Après, oui, c'est vrai que quand on voit des endroits extraordinaires, c'est vrai qu'on est souvent, ça veut dire, amené à vider des châteaux. Et quand on a des châteaux au bord du lac Léman, avec une vue, le plaisir des yeux est là, quoi. Voilà. Tu dirais que c'est ça qui te fait vibrer dans ton métier? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ce qui me fait vibrer, c'est les rencontres et puis les beaux endroits atypiques. C'est vrai que c'est. Et le challenge aussi, parce qu'il faut aimer ça. C'est-à-dire quand on arrive dans des endroits, on a fait un gros hôtel particulier pour un opérateur de vente là, en décembre janvier à Cheval, et c'était le challenge, quoi. C'est-à-dire on a une grosse adresse avenue Foch avec toute la panoplie du mobilier français, des bus. Donc on a un planning, ça veut dire qui est imparti, on est chronométré. Il faut savoir qu'on se rapproche de l'exposition de la vente, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est quand même hyper jouissif quand on se dit challenge réussi, on n'a pas eu de gros pépins. Et puis quand la vente se passe super bien, alors là on coche toutes les cases et tout le monde est content, quoi. Et ça c'est le dernier en date, c'est ça, ouais, ce gros transport. On avait pris mon client avait pris tout le premier étage de l'hôtel des ventes et la salle 9. Hein. Donc ça faisait 10 ans que c'était pas arrivé. Depuis la grosse vente Louis Veller à l'époque. C'est vrai que c'était un tour de force pour tout le monde, hein. Pour la maison de vente, pour les transporteurs, les experts, tous les gens, ça veut dire qu'on pris part au projet, quoi. Et ça, c'est le dernier en date, c'est ça. Ouais. Mais du coup, tu t'es lancé quand même dans un secteur qui était très concurrentiel. C'est quoi qui t'a fait persévérer pour quand même toujours te dire que tu avais ta place Alors, il n'y a pas trop de secrets dans la vie, hein, je dirais, dans mon domaine comme ailleurs. C'est-à-dire, soit tu travailles dur, tu te donnes les moyens et puis tu te sers de tes atouts qui peuvent être ta force de travail ou qui peuvent être tes connaissances dans un certain domaine. Moi, j'avais une vraie force de travail. Et je savais que dans un métier dur comme le transport et le déménagement, parce qu'on reste quand même des déménageurs, voilà, même si on est dans une niche assez spécifique. Et c'est vrai que moi, ma force de travail, mon sens du commerce, je sentais que je pouvais faire quelque chose. Après, il y a aussi la destinée. C'est vrai que il m'est arrivé, ça veut dire un petit peu des embellis, il faut le dire, voilà, avec des rencontres, avec des concurrents, ça veut dire des confrères, ça veut dire qui ont des soucis, qui ferment du jour au lendemain, ce qui fait que j'ai eu une croissance exponentielle à un certain moment de mon activité. Je dirais qu'il y a pas de secret non plus, hein. Si on n'est pas là, on se donne pas les moyens, on n'est pas derrière la porte, quand elle s'ouvre, on n'y va pas, quoi. Après, il faut être encore plus que persévérant. Je pense qu'il faut avoir les nerfs bien accrochés, quoi. Parce qu'il y a des fois, on peut être découragé devant des situations, ça veut dire imprévues, devant des challenges. Des fois, on peut se dire, waouh, est-ce qu'on va le sortir celui-là? Et c'est toujours plus gros, toujours plus vite, toujours plus fort. Il faut continuer d'évoluer et de se dire, y a rien que je puisse pas faire, ça veut dire pour mes clients, quoi. Donc moi, j'ai commencé petit artisan aussi dans mon camion, avec un gars à côté de moi, et dans ma tête, je me disais, mais jamais je pourrais, ça veut dire faire 10 transports en même temps, parce qu'il faudrait que je délègue. Et ça me paraissait impossible de demander à quelqu'un de reproduire, ça veut dire... Toi, au début, c'est toi qui devais le faire. C'était moi qui devais le faire, parce que j'étais garant de la qualité de ce que je donnais à mes clients, et ça me paraissait impensable. Il y a presque 20 ans maintenant. Et c'est vrai qu'après, on apprend à déléguer, on apprend à faire confiance, et puis on avance, quoi. Après, il faut se dire que
Moi, ça veut dire pourquoi je pense qu'aujourd'hui, je suis... bon, faut le dire, je suis un peu le leader, ça veut dire de ce marché-là à Paris, quoi. Faut dire ce qu'il y a, sans frimer. J'arrive à tirer le meilleur de mes hommes. Voilà. Tout le monde a ses forces, ses capacités, mais il faut essayer de tirer le meilleur des gens qui travaillent pour nous. Il faut bien les choisir, ça c'est une chose. Après, c'est un métier qui est compliqué. Des fois, ça veut dire quand la lumière elle peut s'éteindre chez certaines personnes. Il peut y avoir une sorte de... on dirait, ils peuvent être blasés, quoi. Il peut y avoir un petit peu de découragement, donc il faut essayer de discuter, il faut essayer de remettre un petit peu les gens sur le bon sillon, quoi, qui est le nôtre. Voilà. Et puis comprendre un peu les choses, quoi. De se dire que chacun a sa sensibilité, ses forces, ses faiblesses, et faire avec, quoi. Après, il faut être là, il faut être proche du terrain, quoi. Parce que le challenge, il est humain, quoi. Il est humain, le challenge, de toute façon, dans le métier. Et voilà. tu dis que le terrain, il est humain, et il y a aussi beaucoup la question de la transmission dans le marché de l'art. Oui. Il me semble que tu travailles aussi avec tes enfants. Ah oui, exact, oui. Et oui. est-ce que tu aimerais justement leur transmettre ton entreprise, ou est-ce que finalement tu te dis que c'est peut-être une entreprise qui va peut-être quelque part mourir avec toi et c'est mieux comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais... Mourir, c'est vrai que le mot est un peu dur, parce que oui. ça reste... Bon, c'est un peu mon bébé, hein, pour être complètement honnête. Quand on a donné vie à quelque chose, qu'on lui a donné une existence, c'est son bébé, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est tout à fait ça, j'aimerais le transmettre à mes enfants. Après, il faut pas forcer les choses. J'en discute avec eux. Je leur dis, écoutez, ça vous intéresse? Est-ce que demain, vous voyez prendre un petit peu plus de responsabilité? Pas ma place, parce que voilà, je suis là, je suis encore là. Mais peut-être vous investir plus pour pouvoir un jour tirer l'eau du puits, comme moi je l'ai fait pour mes enfants. Peut-être que demain, j'irai pour être familier, ça remplira les assiettes de vos enfants aussi, quoi. C'est vrai que je suis beaucoup dans un esprit de transmission. Après, il ne faut pas forcer les choses. Moi, je sais que j'ai été approché 2-3 fois par des groupes, entreprises, ou par des institutionnels qui m'ont dit, bon, on s'associe, on te rachète. Et je sais que c'est un marché qui est quand même prisé, quoi. Et je sais que là, je dis pas je passe de coups de fil, mais j'aurais possibilité de vendre mon entreprise. Donc après, bon oui, les gens me disent non, mais il faut que tu restes. C'est pas une roue de secours, mais c'est une possibilité. Si demain mes enfants me disent bah non, ça ne nous intéresse pas, on fait autre chose, ce sera une question qui se posera. Parce que c'est vrai que bon, on a mis en place quelque chose qui fonctionne. On a des clients qui veulent être bien servis tout de suite. Et donc, c'est vrai que les concurrents peuvent attendre encore un petit peu. Ouais. Attendre un peu. Donc tu veux rester le lion de Drouot Non, c'est un grand mot, mais c'est vrai que moi, je dis souvent, je suis un pur produit Drouot. Voilà, je le dis, quoi. Et mais c'est clair qu'il faut aimer Drouot, et il faut aimer faire ce métier pour le faire bien, quoi, comme la plupart des métiers, quoi. Et moi, c'est vrai que ça me plaît. Et enfin, il faut qu'on termine le podcast, mais notre question signature, ouais. Est-ce que à tes yeux, tu exerces le plus beau métier du monde? Alors, le plus beau métier du monde, à mes yeux, non, mais je me suis pas posé la question, mais à mes yeux, c'est un très beau métier. Le plus beau métier du monde, on est extrême, mais je dis toujours que c'est un beau métier, qu'on a de la chance de pouvoir être là dans ce domaine d'activité, qui fait qu'on n'a pas de jours qui se ressemblent, on fait des rencontres constamment, des nouveaux endroits. C'est vrai que on a de la chance d'être là, et c'est le plus beau métier du monde, c'est extrême. Mais c'est un mais c'est poétique, c'est ce qu'on veut dans les plus beaux métiers du monde. Mais merci en tout cas de nous avoir raconté. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour votre écoute. C'était Les plus beaux métiers du monde, ou la passion dévorante du marché de l'art, présenté en partenariat avec l'étude Evrard Fabre, montage et mixage Inès Allard, interview et écriture Prudence Best.